Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue sur ce live qui est ce soir spécial Halloween, même si on a un jour d'avance. Comme l'idée de ce live, c'est de vous donner plein d'informations et surtout plein d'exercices, plein d'expériences à faire pour cette fameuse nuit du 31 octobre, qui on verra ensemble, et peut-être en vérité la nuit du 1er novembre, même si on l'a faite le 31 octobre, mais on verra ça tout à l'heure. Donc au cours de ce live, on va voir beaucoup d'exercices, beaucoup d'expériences à faire, donc restez bien accrochés. Halloween, c'est quand même un gros mélange, c'est quand même un très gros mélange, puisque globalement, ça rassemble chez nous 3 fêtes. Alors, la première fête est une fête qui date il y a très longtemps, puisqu'on pourrait dire que c'était à peu près 1500, 1400 avant JC. JC, c'est pas Jean-Claude, c'est Jésus-Christ, bien évidemment. Donc 1400 avant Jésus-Christ, on avait ça chez les Celtes, qui ensuite ont transmis ça aux Celtes gaulois, etc. D'une fête qui était, on pourrait dire, la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Mais on va voir aussi que c'était plutôt la fin de la partie chaude de l'année pour aller vers la partie froide. Hein, c'était cette fameuse fête. Et il y avait son pendant, le 1er mai, qui était le début de l'année chaude et la fin de l'année froide, du moins la partie froide. Donc, cette fête de base, qui était une fête celtique, c'est la fête de Samhain. Alors, on va dire Samhain ou Samhain. Vous allez entendre des fois des prononciations un petit peu bizarres, Samin, Samen. Non, c'est Samhain ou Samhain. Alors, comment on le sait? Ben, on le sait tout simplement parce qu'on va se baser sur les prononciations celtiques. Et ces prononciations-là, eh ben, donnent Samhain, comme s'il y avait un W. Donc, on pourrait toujours reprendre tous les gens qui prononcent mal, et Dieu sait qu'il y en a. Donc, cette fête, qui était une fête extrêmement importante, clôturait quelque part l'été, puisqu'il n'y avait que 2 saisons pour eux, la saison chaude et la saison froide, et on entrait dans la saison froide. Alors certains pensent aussi qu'il y avait un double calendrier et que c'était le début de l'année, un petit peu une sorte de nouvel an celte, et petit à petit, avec le calendrier grégorien, ce nouvel an est allé se décaler à janvier. Voilà, juste après la naissance de JC, qui en 1500 avant JC n'existait pas encore, elle n'avait même aucune idée qu'il existe. Ouais, ce qui est un petit peu logique. Voilà. Du coup, cette fête n'a pas du tout été, je veux dire, prise ou volée, entre guillemets, par les catholiques pour faire la suite. C'est juste qu'elles se sont accumulées pour différentes raisons. Donc, point aussi très intéressant à savoir, c'est que les Celtes ne travaillaient pas et ne concevaient pas tout à fait la journée comme nous. Nous concevons une journée qui commence à minuit et qui finit à minuit, à la fin de la journée. Eux, c'était un petit peu l'inverse, c'est-à-dire qu'ils concevaient que le début de la journée commençait avec le crépuscule, donc en quelque sorte vers 7, 8, 9 heures du soir, et finissait au crépuscule. Ce qui veut dire que lorsqu'on fête Halloween, enfin en vérité Samhain, le 31 octobre, pour les Celtes, eh ben, on était déjà le 1er novembre. Et ceci expliquant pourquoi après on y a rajouté la fête du 1er novembre. Donc, bon, on se fiche un peu des dates, mais c'était quand même à comprendre pourquoi on la commence, cette fête, en fin de soirée. Tout simplement parce que c'était le début de la journée pour les Celtes, qui avaient une vision de la journée qui n'était pas tout à fait la même que la nôtre. Voilà. Donc, cette fameuse fête de Samhain va être une fête sur laquelle se sont greffées énormément de choses, énormément de bêtises. Et on va voir que si se sont greffées beaucoup de bêtises, simultanément, ça a eu quand même une utilité. Et on va voir que c'est un petit peu comme le pendule. Je ferai un pendant avec le pendule pour Samhain. Et vous allez voir pourquoi. Donc, je vous ai dit 3 fêtes. Le lendemain, on va se retrouver avec la fameuse fête du 1er novembre, qui est la fête de tous les saints martyrs chrétiens, hein, et qui n'est pas la fête des morts. Contrairement à ce qu'on pense, souvent les gens vont fêter leur mort le 1er novembre. Eh bien, ce n'est pas leur fête, c'est le 2. La vraie fête des morts, c'est le 2. Elle a été instaurée à peu près en l'an 1000, en gros autour de l'an 1000 après Jésus-Christ, hein. Alors que la fête des Toussaint de Toussaint a été instaurée vers 800 après Jésus-Christ.
à peu près. Donc, le premier, c'est la fête de tous les martyrs, de tous les saints martyrs. Alors, pourquoi on leur a filé une fête? Ben, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas dans le calendrier, tout bêtement. On n'a pas assez de place dans le calendrier pour tous les mettre. Donc, pop, on les a mis, tous ceux qui n'avaient pas eu droit à une fête du genre Saint Pascal, dans mon cas, ou Saint Pierre, ou Saint Marc, ou Saint... Eh ben, on les a mis à la fête des saints martyrs, comme ça, ils ont tous leur truc, pas de jaloux. Du coup, le lendemain, on se retrouve le 2 novembre avec la fête des morts, et c'est assez intéressant cette fête des morts, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se passer à ce moment-là. Et pourquoi est-ce qu'on la fête le 1er novembre? Eh bien, la plupart du temps, c'est parce que c'est un jour férié, et que c'est plus pratique d'aller fleurir les tombes un jour férié, plutôt qu'aller après le travail. Mais si on voulait être fidèle à la tradition, tous nos morts, l'esprit des défunts, devraient être fêtés le 2 novembre. Et c'est pas pour rien qu'on faisait cette fête des défunts, parce que cette fête des défunts, jusqu'à à peu près 1000 après Jésus-Christ, elle servait à aider les morts à passer de l'autre côté et à leur faciliter le passage, en quelque sorte, et leur faciliter la condition et faciliter leurs conditions aussi une fois qu'ils étaient de l'autre côté. Et ça a été abrogé ensuite par l'Église catholique, tout simplement parce qu'elle trouvait que c'était bizarre. Et quelque part, quand on y pense, elle ne pouvait plus avoir une vraie mainmise. Je m'explique pourquoi. À partir du moment où on peut rattraper les péchés d'un défunt, parce qu'il y a plein de ses copains qui prient pour lui, ça marche moins bien. Le coup de si t'es gentil, t'iras au paradis, si t'es méchant, t'iras au purgatoire. Parce que si la personne elle dit ok, j'ai plein de copains, j'ai été méchant, mais j'ai fait des saloperies dans toute ma vie, mais j'ai plein de copains, ils vont prier pour moi et du coup ça va me rattraper le coup. Et l'Église a compris ça. C'est pour ça que ça a été bien plus tard abrogé, cette capacité de fêter les morts entre guillemets pour les aider à passer mieux de l'autre côté ou faciliter leurs conditions. Voilà, c'est un petit peu les trois choses. Donc nous, si on revient à Halloween, qui devrait s'appeler Samhain, Halloween, ça veut dire la fête qui précède le jour sacré, le jour des saints. Le jour sacré dans le sens le jour de tous les saints. Alors que Samhain vient d'un mois, Samonias. Voilà. Alors, cette fête-là, contrairement à ce qu'on voit dans les films, n'a absolument rien de satanique, n'a rien de luciférien, n'a rien de diabolique. Quelque part, on aime bien dans les films en faire quelque chose de diabolique. On voit sortir des tombes, des morts vivants, on voit sortir des diables des armoires ou de chaudrons. Non, ça n'a rien à voir. Même si on pense qu'il y a eu quand même pour ces fêtes-là probablement quelques sacrifices de bétail, mais probablement un petit peu quand même. De toute façon, comme beaucoup de fêtes, on pense qu'il y a peut-être eu quelques petits sacrifices humains. C'est une possibilité quand même pas mal de temps avant Jésus-Christ. Il faut quand même se rappeler qu'on était quand même en moins 1000, moins 1500. Donc il y avait quand même encore des sacrifices, mais pas plus que dans d'autres fêtes. Mais en tout cas, on était loin des gros sacrifices qui sont vus dans les films. On cramait des milliers de personnes. Hein, où ces fameuses statues gauloises qui sont connues, où on enfermait soi-disant des hommes et des animaux, des espèces de statues représentant un dieu, donc une forme humaine qui faisait plusieurs mètres de haut, en bois, qui était une forme de prison dans laquelle on entassait des prisonniers et qu'on allumait ça. Il n'y a aucune trace de ça réelle archéologique, il y a juste des écrits des envahisseurs, mais on sait bien que lorsqu'il y a des envahisseurs, ils aiment bien salir la réputation des gens qu'ils envahissent. Parce que quand on est un envahisseur, on est toujours le bon, on va toujours s'attaquer aux méchants. Regardez dans toutes les fables de bétail, comme dans beaucoup de fêtes, mais quasiment pas ou très très peu de sacrifices humains. Donc on enlève cette histoire de fête sataniste. Elle était effectivement païenne. C'était pas non plus, n'en déplaise à certains, une espèce de grande fiesta Wicca non plus. Ça c'est venu bien après. Tout ça. C'était simplement une fête qui fêtait la fin de la période chaude pour rentrer dans la période froide, tout simplement. Mais on va voir que dans cette fête, il y a plein de choses qui se mélangent, parce qu'on va y retrouver tous les saints, quasiment le même jour, puisque c'est le 1er novembre, et la fête des morts qu'on a empilée dessus, même si elle était du 2 novembre. Voilà. Du coup, il y a globalement, si on fait des recherches un peu approfondies,
il n'y a rien de plus ni rien de moins dans cette fête que dans pas mal d'autres fêtes de ce style. Vous avez Beltane, par exemple, qui est la fête, son pendant, le 1er mai, où il y avait aussi des rituels, il y avait aussi de la divination, il y avait aussi un appel aux défunts, mais on en parle moins, mais la divination y était beaucoup. Donc on ne peut pas dire que Samhain soit vraiment à la base une fête de divination, de nécromancie. De nécromancie, c'est l'art d'invoquer les morts. C'était pas spécialement ça. Enfin, c'était pas plus et pas moins que beaucoup d'autres fêtes. C'est ce qu'on en a fait progressivement en y ajoutant d'abord la fête de tous les martyrs et progressivement en centralisant la fête des morts dans cette période-là, alors que dans beaucoup de civilisations qui avaient une autre fête des morts, elle se trouvait aussi plutôt dans la période de avril, mai, juin aussi, et elle était là. Donc, c'était pas à Samhain particulièrement à l'époque, à l'origine. L'iconographie et le cinéma on a fait quand même un moment particulier, et c'est ça qui va être extrêmement intéressant. C'est là-dessus qu'on peut revenir et vous allez progressivement comprendre le pendant du pendule. Alors, je rappelle un petit quelque chose. Le pendule, on en a parlé il y a quelques semaines, on en a parlé même le mois dernier, on a vu que c'était un objet extraordinaire. Et il y a deux écoles pour le pendule. Il y a les abrutis obtus, tous les scientistes, j'ai pas dit les scientifiques, j'ai bien dit les scientistes, qui voient la science comme un dogme fermé, qu'on soit bien d'accord. Tous les abrutis obtus, les terroristes de l'extrasensoriel, qui disent ouais, le pendule c'est une connerie parce que c'est vous qui le faites bouger avec votre main ou par des micro-mouvements. Sur ça, ils ont raison. Mais comme ils sont obtus, ils s'arrêtent là avec leur petitesse mentale et leur normopensance. Alors qu'en réalité, le pendule, même si il oscille suite au mouvement de notre main, ce sont des mouvements inconscients. Et donc, le pendule, même s'il y a une explication rationnelle, va quand même amener des informations qui sont des informations, je dirais, extrasensorielles, parce qu'elles amplifient nos mouvements, et du coup, en amplifiant nos mouvements, elles nous donnent accès à des parties inconscientes de nos perceptions et de nos connaissances. Vous voyez, on ne peut pas dire que le pendule s'agite magiquement, ça serait une bêtise aussi de le dire, il ne faut surtout pas croire ça, c'est vrai que c'est des mouvements inconscients, mais il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin en se disant qu'est-ce qui fournit les informations que ces mouvements inconscients indiquent. Et c'est là où on voit que derrière la pseudo-explication scientifique qui est censée fermer toutes les portes, si on les ouvre parce qu'on a l'esprit ouvert et non pas l'esprit fermé, je vous rappelle qu'on dit souvent à juste titre que l'esprit est exactement comme un parachute, pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit ouvert. Là, vous pouvez vous en rappeler. Eh ben, c'est pareil pour le pendule. Ok, c'est des micro-mouvements, mais derrière, il y a autre chose. Il y a l'amplification de mouvements inconscients. Alors, vous allez me dire, dans une voix étonnée et une petite chorale des gens surpris, mais quel rapport avec Samhain et un pendule? Donc, pour remettre les pendules à l'heure, Samhain va marcher de la même manière. Non, ce n'était pas particulièrement une fête dédiée aux morts, dédiée aux revenants. Enfin, du moins, pas plus que certaines autres fêtes. Pas plus que Beltane, par exemple, qui je vous dis est le pendant de l'autre côté de l'année. Parce qu'après, on aura des fêtes sur les solstices et les équinoxes. Voilà. Et c'est là où ça devient particulièrement intéressant, c'est que le fait que de plus en plus de gens commencent à travailler pendant cette période-là sur les défunts, commencent à travailler sur l'esprit des morts, commencent à prendre conscience et se mettre en contact volontairement avec cette multidimensionnalité de plans, et bien là, par ce travail conjoint qui est créé par la croyance que Samhain était une fête particulièrement dédiée aux morts, on se retrouve à avoir un égrégore extrêmement puissant, énorme, un égrégore qui se penche vers les plans hyperdimensionnels, pas extradimensionnels, les plans hyperdimensionnels, qui effectivement créent une bien plus grande perméabilité. Donc, pour résumer, ce n'est pas parce que à Samhain, il y avait une période particulière, ancestrale,
qui donne un accès plus perméable au plan hyperdimensionnel, c'est exactement l'inverse. C'est parce qu'on a commencé de plus en plus à croire ça et entériner cette croyance, eh bien, que ça a produit des charges et ça produit tout le temps à cette période des charges énergétiques d'une puissance inégalée dans l'année, où effectivement on trouve une perméabilité des plans matériels et des plans subtils gigantesques. Vous voyez, c'est comme le pendule. Donc, oui et non pour Samhain, fête des morts et période de perméabilité. Donc non, ça ne l'était pas ancestralement, mais oui, c'est devenu une période dans laquelle on peut travailler des choses extraordinaires. Et ces choses extraordinaires, merci Pascal de Clermont, eh bien, vous allez en apprendre quelques-unes ce soir. Et je vais vous donner les petits trucs et les petits détails par rapport à ces choses-là qui font que ça marchera. Parce que très souvent, dans des bouquins un peu, comme d'ailleurs pour la plupart des bouquins, un petit peu approximatifs, écrits par des gens qui n'ont pas la pratique, ou alors qui ne veulent pas vous donner les vraies informations, il faut le reconnaître, on ne dit pas toujours tout dans les livres, et loin de là, il faut garder un peu de suspense pour les formations, et puis parce que l'information doit être cherchée, si on ne peut pas non plus tout livrer sur un plateau. Je vais vous donner les véritables petits détails qui vont faire que vos expériences de contact avec ces autres plans vont fonctionner bien mieux. Première des choses, en commençant un jour à l'avance, vous savez que effectivement, dans une période qui va être à partir déjà d'aujourd'hui, déjà à partir de cette nuit, voilà, jusqu'à 3-4 autres nuits, après, donc jusqu'au 4-5 novembre, vous avez vraiment, mais on peut dire à partir du 29 jusqu'au 4-5, en gros 7 nuits, hein, vous avez un cycle de perméabilité extradimensionnel énorme, la faculté de rentrer en contact avec ce qui n'est plus que du subtil, avec en plus une facilité encore plus grande à rentrer en contact avec un subtil qui soit plutôt défunt, plutôt humain, ou qu'il a été, ou qui était animal. Vous vous rappelez que l'hyperdimensionnel peut avoir plein de manifestations, mais qu'il y a un hyperdimensionnel où je dirais ou plusieurs d'ailleurs, où reste en quelque sorte en suspens une forme subtile qui continue à exister alors que le corps matériel et physique a disparu. Hein, on appelle ça, nous, la mort, mais la mort dans notre 3D, cette mort-là, elle n'est pas forcément dans la multidimensionnalité, justement. Il reste donc sur certains plans, et ces plans-là, parce que cet égrégore est particulièrement dirigé vers là, je rappelle par contre ce que c'est qu'un égrégore. Un égrégore, c'est une charge globale. Vous rentrez dans une pièce, par exemple, où tous les gens ont travaillé quelque chose ensemble après un rituel, ou après une réunion, ou après un bon moment passé ensemble, ou après un cercle, comme on fait nous, même après une formation, et vous sentez qu'il y a une forme d'énergie qui est en elle-même bien plus que la somme de ses propres parties. On appelle ça l'égrégore, une espèce de forme énergétique qui peut être envoyée, qui peut être utilisée à bon escient, qui peut être utilisée à mauvais escient, hein, mais c'est un égrégore. Voilà. Eh bien, l'égrégore mondial de tous ces gens qui pensent et qui se concentrent à ce moment-là sur leurs défunts, ou les défunts de leurs défunts, ou d'autres défunts, eh bien, crée vraiment quelque chose d'extrêmement puissant, comme je vous ai dit. C'est donc vraiment le meilleur moment. La première des choses à faire, vous pouvez commencer dès ce soir, c'est savoir si vous auriez envie d'avoir des contacts avec des humains ou des animaux défunts. De préférence, des gens que vous connaissez ou que vous connaissiez. Parce que si vous voulez contacter une célébrité morte, à mon avis, elle a du boulot. Elle ne peut pas être partout à la fois, énergétiquement. Donc évitez des gens habituellement appelés comme Jésus, comme Napoléon, comme des pharaons. Voilà, ils ont trop de boulot. Contentez-vous des vôtres, de défunts, vous aurez plus de réponses. Voilà. Attention, ça doit vraiment être fait dans un esprit de joie, un esprit de bonheur, la joie de retrouver la communication avec quelqu'un qui matériellement n'est plus, mais qui existe encore sur d'autres plans. Et rappelez-vous qu'une personne ou qu'un animal, on peut même dire une personne pour un animal, existe tant qu'il en reste une trace dans les mémoires. Ça, c'est très important de comprendre. Tant que dans votre mémoire ou dans des mémoires autour, il y a une trace de ce qu'était cette personne lorsqu'elle a été matière,
elle redeviendra probablement, on reparlera de ça une autre fois, eh bien, cette personne a une existence énergétique et reste accessible. Donc, il ne s'agit pas de travailler non plus en appelant des gens qui sont passés de l'autre côté, qui ont changé l'adresse cosmique, comme on dit, trop récemment. C'est souvent un petit peu le bazar. Dans les trop récemment, on est dans les 1 semaine à 3 mois. Pour certains, c'est même 6. Hein. Donc, essayez de prendre des défunts, si vous voulez communiquer avec, qui sont passés de l'autre côté depuis au moins 1 an ou 2. Vous verrez que les résultats sont meilleurs. L'idée, c'est tout simplement déjà de faire un petit hôtel. Hôtel avec AU, hein, pas avec OH. Un petit hôtel, comme un hôtel à prière, où vous ferez brûler une veilleuse qui pourra durer le plus de temps possible. Et sur cet hôtel, vous allez placer pour Samhain une ou plusieurs photos. Essayez de trouver des photos joyeuses de cette personne. Ce n'est pas une communication d'apitoiement, ce n'est pas là pour pleurer une perte, c'est là pour fêter ensemble la joie de reprendre conscience que cette énergie est toujours là et de recontacter cette énergie. Donc, une photo sur cet hôtel, ou plusieurs, hein. Essayez d'avoir qu'une ou deux personnes maximum. Hein. Vous pouvez y mettre une petite assiette blanche avec du pain. Alors, un petit peu de vin, voilà. Si la personne ne buvait pas de vin, ce qui n'est d'ailleurs pas plus mal pour sa santé, bien que maintenant ça compte beaucoup moins, mettez du cidre. Voilà, parce que la boisson de Samhain, c'est le cidre. C'est comme ça. Voilà. Il y a des pierres, il y a des fleurs pour Samhain, la boisson c'est le cidre. Donc mettez un petit verre de cidre ou un petit verre de vin rouge dans un verre à pied. Mettez une veilleuse, si vous trouvez des veilleuses qui peuvent durer 1 semaine, mettez-en une. Vous les trouvez dans des églises, hein, tout simplement, des grandes veilleuses comme ça, blanches de préférence. Rappelez-vous, à Samhain, on ne s'éclaire pas avec l'électricité. Toutes les espèces de merdouillasses chinoises qui sont des lampes avec des LED et des petites fausses bougies qui bougent comme ça, allez tout ça à la poubelle. Mettez des vraies bougies. Voilà, surtout sur un autel. Et vous allez y ajouter 3 lames de tarot. Les 3 lames de tarot qui correspondent à Samhain. Alors, on ne dit pas des cartes pour les tarots, on dit des lames. Et ces 3 lames sont les suivantes. La première sera la papesse, qui quelque part va représenter une forme de fécondité, mais pas la fécondité printanière, la fécondité froide, le côté féminin, l'été et le soleil et la chaleur étant le côté masculin. Je regarde si vous la voyez bien. Voilà, la papesse. Elle représente le côté lunaire, alors que le côté chaud représente le côté soleil. Donc, à Beltane, vous mettez le soleil. Vous mettrez l'empereur, par exemple, ou le pape. Mais pour l'hiver, là, vous mettez la papesse, qui va représenter l'humidité, le liquide, le froid et la féminité, et une forme de fécondité, mais hivernale. Vous allez y rajouter une lame, bien évidemment, qui sera celle de la roue de la fortune. Rien à voir avec l'émission débile qu'on nous faisait subir quand on était jeune ou moins jeune. Voilà. La roue de la fortune, qui elle va représenter le changement, qui est le changement dans tous les sens, qui est le cycle des saisons, qui est la roue qui tourne, aussi bien le nettoyage que les nouvelles choses, voilà, la roue de la fortune. Et vous y rajouterez, bien évidemment, la lame sans nom, qui est celle du 13, que certains à tort appellent la mort, mais qui, comme il est indiqué, n'a pas de nom. Voilà, c'est la lame 13. De la même manière que le fou, le mat, a pas de numéro, même si des fois on le vend en 0, mais les tarots où votre fou est un numéro 0 sont un peu bancals, parce que le mat, le fou, doit être soit en 0, soit en 22. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de numéro. Alors que la lame sans nom représente le changement, représente le changement radical. Ça coupe et ça repousse. Donc ces 3 lames qui seront papesse, roue de la fortune et la lame sans nom. Très important. Alors, vous choisissez le tarot qui vous plaît. J'ai trouvé que celui-là, il s'adaptait bien à un hôtel classique. Si vous choisissez de faire un hôtel, parce qu'on m'a demandé aussi, un peu plus étrange, où vous voulez
contacter non pas des défunts, mais vraiment contacter des esprits différents. Et si on veut avoir le petit côté un petit peu effrayant et spooky, fantomatique d'un Halloween hollywoodien, vous pourriez très bien utiliser les 3 lames qui, dans la démonologie, sont en rapport avec les 3 lames précédentes, qui sont Dantalion, qui va nous remplacer la papesse, que vous voyez ici, qui est fort joli. Encore faut-il avoir un tarot démonologique. Vous avez ensuite, pour remplacer la roue de la fortune, Valak, ici. Voilà. Ne faites pas l'hôtel avec les photos de vos défunts et ce genre de cartes-là. Ça, c'est pour le petit côté hollywoodien. Et enfin, non la moindre, la photo, enfin du moins la lame, pardon, qui représente la lame sans nom dans le tarot, sera Lucifer, cette fois-là. Voilà. Ça sera la lame de Lucifer. Bon, c'est un tarot particulier, c'est un tarot de démonologie. Les tarots de Séraphin ne fonctionnent pas particulièrement par rapport à ça. Si vous voulez faire un autel plutôt orienté appel de force, qu'on pourrait dire blanche, vous avez tout simplement à utiliser les 3 lames précédentes de tout à l'heure, que sont la papesse, la roue de la fortune et la lame sans nom, et vous utilisez une pierre du genre séraphinite, par exemple, qui marche très bien, ou de l'angélite, qui marche très très bien pour entrer en contact avec les défunts. Donc la séraphinite, c'est une pierre assez récente, c'est un minerai, une pierre assez friable, qu'on ne trouve pas facilement. On peut la trouver sur Internet, mais elle est très fragile, un petit peu verte, c'est comme du gypse, vous pouvez la rayer avec l'ongle, et on la trouve en Sibérie. Ça fait partie de toutes ces pierres un peu étranges qu'on trouve en Sibérie, comme la shungite. Voilà, qui n'a pas la même utilité. Donc, ça s'appelle de la séraphinite. Vous avez aussi l'angélite pour ça. Vous pouvez aussi, si vous voulez, sur votre autel, quoi que vous fassiez, placer une petite pierre d'obsidienne. J'en ai ici, mais je ne l'ai pas retrouvée dans mes affaires. J'ai dû l'amener à un festival et la ranger pas dans la bonne boîte. Donc, je n'avais pas sous la main. Enfin, c'est une pierre noire. Voilà. Donc, votre autel, vous mettez photo de votre ou de vos défunts, mais n'en mettez pas trop, que vous aimeriez non pas contacter, mais qui se manifestent. Attention, vous ne leur imposez pas, vous leur demandez gentiment s'ils veulent bien et s'ils ont envie de vous contacter. On dira que vous les invoquez, à la différence d'une évocation où on oblige quelque part. Il y a 2 opérations en magie, l'invocation et l'évocation. L'une est une demande gentille, sympa, du genre si tu pouvais, ça me ferait bien plaisir. Et la deuxième est un commandement. Voilà, vous verrez que dans différentes pratiques démiurgiques ou théurgiques, on va évoquer certains esprits et invoquer d'autres, voilà, en fonction un petit peu de leur grade. Les petits, pas trop costauds, on leur ordonne des trucs, mais dès qu'on s'attaque à des choses quand même un peu mouse costaud, on se protège dans un cercle de protection et simultanément, on leur demande gentiment s'ils ne pourraient pas nous rendre un coup de main. Ou du moins nous donner un coup de main. Il ne faut pas confondre, c'est pas du tout les mêmes techniques. Voilà. Oui, ça vous étonne qu'on parle de ça en mentalisme, mais on est quand même le week-end, enfin du moins la nuit d'Halloween, où on la précède, donc on a le droit de parler de choses un peu particulières aujourd'hui. Voilà. Donc, votre autel, les lames de tarot, les 3 lames, quoi que vous vouliez faire, ces lames de tarot sont vraiment les lames qui sont destinées à être utilisées dans cette configuration-là et dans cet ordre-là, papesse, roue, carte sans nom, avec la papesse, si vous voulez, si elles sont placées sur votre table en se chevauchant, la papesse est devant, celle-ci est au milieu, et la roue est au milieu, et la carte sans nom est dessus. Voilà, si elle se chevauche, si elle se chevauche pas, vous les placez comme ça, la papesse étant à gauche, et la lame sans nom à droite. Voilà, si vous avez du mal à trouver votre droite et votre gauche comme moi, vous vous rappelez que la main gauche, c'est celle qui a le pouce à gauche, à droite, pardon, et la main droite, c'est celle qui a le pouce à gauche. Moi, j'ai fait comme ça, pour m'en souvenir. Donc, votre hôtel est là. Et maintenant, on va pouvoir travailler un petit peu des expériences avec beaucoup plus d'objectivité que de subjectivité.
Donc, on va parler tout à l'heure du fameux repas silencieux. Le repas silencieux d'Halloween est un repas que vous allez faire aussi tranquillement, éclairé avec des bougies. Pour ce repas, vous allez mettre une assiette, ou deux, ou trois, en fonction de qui et quel défunt vous avez envie d'inviter. Vous allez mettre une assiette vide, hein, et un verre. Et vous mettez leur place à table. Et ce repas doit être absolument silencieux. Vous commencerez simplement votre repas en disant cher X, cher Y, cher Z, je t'invite à ma table en ce soir de Samhain. Et si tu as envie de m'y rejoindre, tu es le ou la bienvenue. Et vous allez faire tout votre repas dans le silence, pour deux raisons. Parce que ça vous permettra de vous concentrer, et simultanément, ça va vous permettre de vous rendre compte de ce qui peut se passer, des craquements, des bruits, des mouvements, des odeurs, des choses qui sont anormales que vous ne percevriez pas si vous n'aviez pas le silence. Donc pendant ce repas, vous vous éclairerez avec trois bougies blanches, placées de préférence en triangle au milieu de la table. Vous faites ce repas en silence, et le petit truc qu'on donne assez rarement, c'est que vous allez, selon la personne ou les personnes que vous défuntes, bien entendu, que vous souhaitez inviter, vous allez toujours au pied de leur verre que vous remplirez soit de vin, soit de cidre, vous allez toujours verser un peu de ce vin ou un peu de ce cidre au pied du verre sur la nappe. Et attention, pour le repas de Samhain, les bougies sont blanches et la nappe est blanche aussi. Choisissez donc une nappe blanche que vous pouvez laver parce qu'il y aura soit des taches de cidre, soit des taches de vin. Et s'il y a des taches de sang partout, c'est qu'on est dans un film hollywoodien. Normalement, il n'y a que du vin et du cidre. Et tant que vous mangez proprement. Voilà. Donc, ce repas silencieux est quelque chose de très, très, très intéressant à faire. Alors, vous avez peut-être, hélas, dans votre quartier, des gremlins qui vont venir tambouriner à votre porte pour essayer de vous piquer soit de la thune, soit des bonbons. Alors, le conseil du chef, ne leur donnez pas d'argent, c'est pas bon pour eux. Donnez-leur des bonbons, mais pas n'importe lesquels. Achetez des bonbons au piment ou au poivre. C'est Halloween. Donc, tous ces gamins qui vont vouloir venir vous demander des bonbons, filez-leur des bonbons au poivre ou des bonbons au piment. Après tout, c'est Halloween, il faut bien qu'on rigole nous aussi. Hein, il n'y a pas de raison. Et une fois que vous avez passé là cette horde de gremlins vers 9h, 9h30, vous devriez être après, à peu près tranquille pour faire votre repas silencieux. Alors, le repas silencieux, c'est pas mal de le commencer vers 10h, 11h. Alors, c'est pas toujours bien de manger tard, c'est vrai. Mais bon, pour une fois, hein, vous avez quand même des invités de marque, je vous le rappelle. Donc, c'est pas mal de le commencer tard. Vous avez eu le temps de vous poser. Si vous avez eu le temps de prendre une bonne douche chaude ou un bon bain chaud avant pour vous nettoyer de toutes les charges de la journée, hein, ça sera pas mal. Vous pouvez le faire, vous pouvez faire votre repas silencieux à deux. Faites-le avec votre femme, votre ami. Voilà. Peut-être éviter un peu les enfants tant qu'ils ne sont pas suffisamment âgés, parce que les faire rester en silence et comprendre tout ça, c'est pas, disons, à la portée de tous les gosses, surtout des générations actuelles. Donc, et ça doit être quelque chose de sérieux, de vrai. C'est un recueillement. C'est pas un truc rigolo où on va prendre 20 photos pour les mettre sur Insta ou sur Facebook ou espérer après filmer la table qui bouge ou l'assiette qui se déplace pour montrer ça sur YouTube. Non, ce genre de conneries, c'est pas respectueux de ce qu'on est en train de faire à Samhain. Donc, un vrai repas silencieux, fait de préférence avec votre femme, votre maîtresse, une amie, un ami, enfin voilà. Et si vous avez eu l'occasion de prendre une bonne douche chaude ou un bon bain chaud, même si le bain n'est pas très écologique, vu tout ce qu'on utilise en eau, mais pour une fois, pour vous nettoyer, hein, vous nettoyer de toutes les charges de la journée, ça serait bien. Comme ça, vous accueilleriez vos défunts, du moins les défunts choisis, qui ne sont pas obligés d'être des gens que vous connaissiez si bien. Hein. Mais comme je dis, choisissez de préférence des gens que vous connaissiez ou des gens qui ne sont pas trop demandés. Voilà. Voilà, votre grand-père, à moins qu'il soit célèbre, a moins de chances d'être demandé que Napoléon ou Jésus-Christ.
ou qu'un président. Voilà. Donc, soyez cohérents dans ce que vous faites. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Plein de choses. On n'est pas à Hollywood. Enfin, du moins, si vous n'y êtes pas, vous n'y êtes pas. Et vous n'allez pas avoir les assiettes qui vont se lever. Vous n'allez pas avoir des formes ectoplasmiques ou spectrales qui vont apparaître. Si jamais il y en a, vous me faites un mot là, parce que quand même, moi ça m'intéresse, on va aller faire une investigation dans votre maison après. Vous pouvez avoir des manifestations beaucoup plus discrètes. Et on va voir ensuite, dans quelques minutes, un moyen de récupérer et de recevoir et de percevoir des manifestations qui échappent à nos sens. On va le voir dans quelques minutes. Mais il y a déjà la possibilité d'avoir des manifestations normales, c'est-à-dire, enfin normales, pour un défunt, c'est-à-dire du bruit quand il s'assoit sur la chaise, l'assiette qui bouge un peu, ça peut être le verre qui tremble, des petites choses des craquements, des bougies qui vacillent, des bruits, des odeurs, des mots qui sont prononcés, c'est assez courant. Alors, la question que vous pouvez aussi vous poser, c'est est-ce qu'on remplit l'assiette? Alors, dans certaines traditions, l'assiette du défunt est aussi remplie du plat principal. Hein. Le plat principal, vous remplirez son assiette, si vous voulez. Enfin, vous mettez un petit morceau juste. De toute façon, ça va être donné après en offrande à l'extérieur aux esprits du jardin, aux esprits de la forêt qu'il y a autour. On en parlera d'ici à quelques minutes. Hein. Donc, certaines traditions remplissent l'assiette blanche, enfin, je vous dis remplir, vous mettez un petit bout, hein, et le verre doit toujours être rempli, attention. Et il attache aussi sur la nappe, très important. Et mettez-leur des couverts, parce que défunts ou pas, ils aiment manger proprement, je vous le rappelle. Donc, vous pouvez avoir des manifestations visibles, souvent les chaises qui craquent, qui bougent, rarement des choses énormes. Donc ça, c'est la première chose. Vous pouvez avoir des objets qui tombent chez vous, des photos qui tombent ou des choses comme ça. N'hésitez pas à placer la photo du défunt ou une des photos en équilibre, je dirais, au bord du verre. Vous mettez le verre droit et mettez la photo en équilibre. Comme ça, il suffira de passer pour faire tomber sa photo et vous dire qu'il est là ou qu'elle est là. C'est une très bonne manière de les détecter, ça. Voilà, vous la mettez juste en équilibre, suffisamment pour qu'elle reste s'il ne se passe rien, mais pour qu'au moindre mouvement, changement, passage de corps subtil au travers de la photo, eh ben, il la fasse tomber. C'est une manière de vous dire je suis là. C'est bien plus facile que de vous soulever la chaise à 2 mètres. Faire tomber une photo juste en équilibre, c'est bien, ou un petit objet en équilibre. Mais souvent, ils aiment bien faire avec leur photo. Voilà. Alors, si ensuite vous avez envie de leur poser des questions, c'est une possibilité aussi. Alors, il y a deux écoles là-dedans pour le questionnement. Certaines personnes écrivent les questions avant et les posent à côté de l'assiette. Voilà. La difficulté est comment on obtient la réponse, quelque part. Alors, la réponse, l'idéal pour les obtenir, ben, c'est de travailler avec ce qu'on appelle une planchette Ouija, ou alors un verre. Vous savez, le verre retourné. La planchette Ouija, c'est une espèce de petite planchette en triangle sur des supports qui permettent de bien glisser et on met les mains dessus et ça se déplace comme un verre. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir les réponses aux questions, la meilleure des choses, c'est de leur demander de vous répondre ensuite pendant votre sommeil. Voilà. Le plus simple, le plus facile, si vous n'avez pas envie de sortir la planchette Ouija, sortir les verres, et c'est pas facile à faire sur une nappe, demandez-leur, parce que vos questions sont écrites en début de repas, demandez-leur d'y répondre pendant votre sommeil, ou d'envoyer quelqu'un de calme, de bienveillant, y répondre pendant le sommeil. Il y a une deuxième école qui dit que la question doit être posée uniquement en fin de repas, ce qui se comprend. Si vous êtes invité quelque part et qu'à peine arrivé, on vous demande de faire des trucs, de bricoler dans la maison, c'est pas cool. Vous avez l'impression d'être vraiment invité pour faire le bricolage. Alors que si après un bon repas sympathique, on vous dit tiens, tu peux me rendre service, tu peux pas réparer la lampe, c'est déjà plus sympa. Donc, moi, je préfère que les questions soient posées à la fin. Une fois que le repas a été fait, vous rompez le silence en fin de dessert, juste avant de trinquer, avant avec vos défunts. Hein, parce que vous trinquerez toujours en touchant leur verre, parce qu'il y a peu de chances qu'il se soulève le verre. Si ça se soulève, vous m'appelez. Hein, avant de trinquer, vous lui dites voilà, vous lui dites ou vous leur dites j'ai quelques petites choses à vous demander. Si vous pouvez m'apporter ces réponses, si vous le désirez, si vous pouvez, merci de m'apporter ces réponses ou d'envoyer quelqu'un pour répondre avec bienveillance pendant mon sommeil, durant ces 7 jours.
Voilà. Et ensuite, vous dites pas vraiment à votre santé parce que ça n'a pas vraiment de chance. Vous dites à Sawain et vous trinquez avec votre verre sur leur verre qui est en face de chaque assiette. Alors attention, n'oubliez pas de trinquer avec mamie qui était invitée aussi, mais elle avait son assiette juste à droite, mamie défunte, hein, ou papy. Trinquez avec tout le monde. Ils sont très susceptibles. Ils sont passés de l'autre côté, mais vous verrez que les flux sont extrêmement susceptibles. Voilà. Donc, trinquez bien avec chaque assiette. Vous ne les voyez pas, eux vous voient. Hein. Vous n'aurez pas des signes sur toutes les assiettes. Vous n'aurez pas des signes sur toutes les chaises. Alors, combien on peut en inviter? Ouais, écoutez, déjà, si vous en avez 3 ou 4, c'est déjà pas mal. Moi, je conseille 1 ou 2 maximum. Voilà. 3, si c'est vraiment parce que vous êtes habitué et que vous voulez inviter beaucoup de monde. Voilà. Alors, tout ça, vous pourrez me dire, et certains le pensent, peut-être les plus sceptiques pourraient se dire, oui, mais ça c'est très subjectif, une chaise, elle craque toujours. Certes, vous répondrai-je avec mon flegme du Sud. Voilà. Mais néanmoins, on va voir qu'il existe des techniques qui vous permettent de garder une trace. Alors là, je sens déjà que frétillent vos neurones qui s'entrechoquent dans le suspense. Comment peut-on faire? Eh bien, pour faire ça, on va faire appel à un ensemble de techniques que vous avez peut-être déjà rencontrées sous le nom de transcommunication. Alors, qu'est-ce que la transcommunication? Qu'est-ce que ce mot? La transcommunication, c'est quelque part la capacité de communiquer avec des flux et de communiquer surtout avec les flux défunts. Alors, attention, il ne s'agit en aucun cas de nécromancie. Alors, la nécromancie, le terme, beaucoup l'ont entendu être employé, par exemple, dans le dernier opus ou l'avant-dernier du Hobbit, par exemple, de Tolkien, où Gandalf va aller combattre le nécromancien. Le nécromancien, un nécromancien, vous devriez le deviner, il y a nécro, comme nécropole, et il y a mancien, donc mancie. Et si vous avez suivi avec une attention légitime les lives des fois précédentes, vous vous rappellerez que dès que le mot mancie est là, ça veut dire qu'on est dans un art divinatoire. Hein, tarot, mancie, bibliomancie. Hein, voilà. Deviner à partir des tarots. Cartomancie, deviner à partir des cartes. Bibliomancie, deviner l'avenir ou le passé à partir de la Bible. Et après, par extension, des livres. Donc, nécromancie, c'est l'art d'interroger les morts. Il ne faut pas confondre ça non plus avec un terme moins connu qui s'appelle la nigromancie, avec un G comme Gérard. Nigromancie, hein, qui vient de nigro, noir, ténèbres, qui est l'art d'obtenir des pouvoirs occultes grâce aux défunts. Donc la nécromancie, c'est l'art d'interroger, et la nigromancie, l'art d'avoir des pouvoirs occultes. Mais là, on commence à toucher à la démiurgie et la théurgie, qui sont des disciplines qu'il faut connaître en mentalisme, parce qu'on est censé connaître tout ça, parce qu'on peut y être confronté. Voilà. Et ceux qui ont fait des cercles savent à quel point c'est utile d'avoir des notions très précises quand on a des rencontres assez inattendues, comme on n'a parfois eu en cercle. Et là, il est important de maîtriser tout un ensemble de connaissances et de domaines, je dirais, périphériques, parce que ça peut nous sauver la peau, entre guillemets. Ça peut rendre bien des services. Donc, la transcommunication, c'est transcom. Alors, ça n'a rien à voir avec les trans brésiliens. Hein, ça a à voir avec au travers de communication, au travers de quoi? Au travers des dimensions. Donc, qu'est-ce que la transcom? La transcommunication, c'est la manière d'enregistrer des images ou des sons venant d'autres dimensions. Alors, vous allez me dire, mais avec quoi peut-on faire ça? Eh bien, c'est là où ça devient encore plus passionnant, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que si les flux, toutes ces formes subtiles, n'étaient pas toujours perceptibles par des gens qui ne sont pas ouverts ou qui ne sont pas de Chanel, n'étaient pas toujours perceptibles à l'œil nu, ils avaient la capacité d'imprégner des supports d'enregistrement comme des bandes numériques, comme des bandes analogiques, un magnétocassette par exemple. Donc, longtemps, on l'a fait avec des magnétocassettes. Maintenant, on peut le faire avec des dictaphones numériques, mais je vous suggère d'aller sortir de votre armoire
le vieux dictaphone à cassette. Vous voyez, si possible, un dictaphone où on peut accélérer et ralentir, ou vous allez faire un saut chez Cache Converter, ils vous le donneront même, peut-être, avec 20 cassettes, tellement ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Ça marche beaucoup mieux avec les magnétophones à bande, donc à cassette carrément, hein, pas à bande ronde comme ça, à petite cassette. Vous pouvez même aller acheter des gros magnétoscopes qui avaient cette taille-là, où on appuyait sur les touches. Pour la plupart d'entre vous, ça doit vous rappeler quelque chose. Pour d'autres, on va avoir l'air de dinosaures, mais vous en trouverez pour 1 euro ou 2 euros à Cache Converter. Et si vous pouvez faire ça à Sawain, vous pouvez aussi le faire toute l'année. Les résultats seront peut-être moindres, mais vous pourrez le faire toute l'année quand même. C'est la capacité d'enregistrer ça, et ce phénomène de transcommunication est connu sous le nom de EVP, pour Electro Voice Phenomena. Ça va consister à avoir une conversation avec un ami, par exemple, pendant un moment, ou enregistrer un type de son particulier, et ensuite réécouter la bande et voir comment des sons, des voix, des bruits vont venir se rajouter. Et croyez-moi, quand vous avez eu une conversation avec un ami et que vous avez parlé de plusieurs défunts et qu'il ne s'est rien passé, et que lorsque vous repassez la bande, vous entendez une voix qui dit « Aide-moi, aide-moi, viens ». C'est un cas vrai que j'ai vécu dans les années 92. Pour donner ça. Je commençais à peine l'Electro Voice Phenomena. On était à un congrès mentaliste à Minneapolis, plus exactement. Et on voulait faire quelques expériences. Et voilà. Eh bien, ça va vous faire toute chose. Donc, ce que vous allez faire, eh bien, ça va être très simple. C'est pendant ce repas, vous allez mettre en marche votre magnéto, de préférence cassette ou dictaphone. Si vous n'avez pas ça sous la main, eh bien, vous pouvez prendre un petit dictaphone numérique, ou encore mieux, prenez votre téléphone, mettez-le en mode avion et utilisez une application d'enregistrement style dictaphone, tout bêtement. À la fin du repas, ce que vous allez faire, c'est écouter et voir quelles sont les voix, les bruits, les messages qui vont s'immiscer entre vos conversations. Alors, il faudra mettre le volume assez fort, souvent, et un petit truc, c'est d'utiliser un défilement plus lent, parce que vous verrez que lorsque vous l'entendez à vitesse normale, vous entendrez juste et lorsque vous allez le ralentir, 4 fois, 8 fois, 12 fois, 16 fois, vous allez voir un vrai message. Un petit peu comme si le flux en passant imprégnait la bande, mais comme il passe au travers, il n'a qu'une demi-seconde pour donner son message en entier. Donc le message est enregistré de manière ultra compressée. Il va donc falloir ralentir la bande pour que vous puissiez entendre sa voix vous parler, prononcer votre prénom. Attention, ça ne marche pas toujours, tout le temps. Il faut des fois le faire plusieurs fois. Mais croyez-moi que les premières fois où vous avez ça, ça vous fait vraiment quelque chose de tout drôle. Et ce n'est pas simplement des petits bruits, c'est vraiment des voix que vous allez entendre, si vous le faites bien dans les bonnes conditions. Donc, durant votre repas silencieux, vous allez enregistrer votre silence et vous allez vous rendre compte que ce silence-là est peut-être bien moins silencieux qu'il en a l'air. Et même si ça échappe à certains de vos sens, eh bien, ça n'échappe pas au magnétophone. Alors, je rappelle, préférence magnétophone, effectivement, vous prenez des cassettes de 90 minutes, à mon avis, vous trouverez ça ou cherchez dans vos vieilles affaires, mais sinon, ça marche aussi en enregistrement numérique. Moins bien, je trouve, mais ça marche quand même avec des téléphones ou des dictaphones numériques. Mais préférez les bandes. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de le faire pendant un repas. Vous pouvez aussi le faire dans une conversation entre amis. Vous vous asseyez et vous faites votre conversation et vous parlez des souvenirs que vous avez de cette personne en lui demandant de se manifester si elle a envie. Et vous réécoutez ça. Et lorsque vous allez entendre sa voix qui vous parle à vous, parce que souvent ils en prennent même votre prénom, vous allez vous rendre compte encore plus, je dirais, réellement, encore plus matériellement de tous ces plans et de toutes les réminiscences qui restent, mais au-delà de ça, de cette présence permanente, même si la plupart de nos sens n'arrivent pas à les capter. Beaucoup de messages, on ne les capte pas parce qu'ils passent trop vite. Et lorsque vous êtes traversé, par exemple, par un flux, certains vont appeler ça une traversée spectrale, vous allez avoir un message qui viendra.
Et ce message, ben, je veux dire, vous l'entendrez que dans votre tête. Alors, il est évident que quand vous faites votre repas, vous pouvez à un moment vous arrêter, retourner la cassette, hein, si votre repas est long, vous avez que des cassettes de 60 minutes, ou si votre enregistrement peut durer que 60 minutes, et ben, vous retournez la cassette aussi. Mais ne l'écoutez pas pendant le repas, attendez la fin. Voilà. Maintenant, il est aussi très fort possible que vous ayez des contacts et des manifestations comme les choses qui tombent, les choses qui bougent pendant votre repas silencieux. Ils aiment bien les craquements, ils aiment bien les lumières qui vacillent, les bougies qui vacillent. Rappelez-vous, vous ne vous éclairez qu'avec de la bougie. Ils aiment bien faire crépiter les flammes en passant au travers. Les changements de couleur de la flamme, parce que la matière subtile va changer la composition, je dirais très temporairement, de la flamme. Donc vous allez voir des choses, des flammes qui se mettent à vaciller comme ça d'un seul coup et qui s'arrêtent. Vous allez aussi repérer des ombres, c'est-à-dire que vous êtes là et d'un seul coup, dans votre vision périphérique, vous allez voir une grande ombre qui va se déplacer comme ça sur le mur, alors que la bougie était immobile. C'est des flux. Vos yeux ne les voient pas, parce que vous vous êtes interdit, entre guillemets, cette vision, un petit peu comme les auras, mais parce que l'œil ne nous montre que ce que l'on veut bien voir, il faut être très clair là-dessus, ce que l'on croit pouvoir voir. Mais comme ils ont une forme de matière, et bien lorsqu'ils passent entre la flamme et le mur, il y a une ombre qui va se faire. C'est simplement que notre œil ne veut pas. Vous savez que notre œil zappe et nous interdit de voir plein de choses. De la même manière pour l'oreille, beaucoup de messages, si vous n'êtes pas habitué, ou de channel, eh bien, vous les entendez, mais votre cerveau les bloque. Il considère que c'est de la folie ou c'est des artefacts, ou il ne les passe pas. Alors que dans un enregistrement, oui, parce que là, vous pouvez l'entendre, le réentendre, et la preuve est là. La preuve est très claire. Elle est là. Alors, vous pouvez le faire, vous allez le faire, je vous le souhaite, pendant votre repas silencieux. Vous pouvez le faire aussi en discutant avec un ami ou une amie, toujours calmement, de très bons souvenirs que vous aviez avec ces défunts, vous les contactez. Et rappelez-vous que s'ils ne vous parlent pas forcément à table de manière audible, ils peuvent laisser une marque sur votre enregistreur et peuvent aussi vous souffler les réponses la nuit si vous avez des questions. Et si vous avez des questions à poser, écrivez-les sur une feuille non pliée et posez-leur. Lorsqu'on pose des questions, on les écrit mais on ne les replie pas. Voilà. Sauf si vous désirez que la personne à côté de vous ne les voit pas. Mais c'est mieux de ne pas les plier. Il vaut mieux dans ce cas-là, si vous ne voulez pas que la personne à côté de vous voit vos questions, parce que ça la concerne ou que ça ne la regarde pas, justement, hein, et bien vous les retournez face en bas, plutôt que de faire des petits papiers indéchiffrables. N'oubliez pas, il ne voit pas non plus tout. Hein. Rappelez-vous que c'est comme quand nous, en cercle ou quand en chamanisme, on sort de nos plans pour se projeter dans d'autres plans, comme en PAD, eh ben on n'est pas non plus, on n'a pas le super pouvoir de décoder les lettres entassées d'un petit papier qui fait plus qu'un centimètre parce qu'il a été plié 32 fois. Non, parce que tout se superpose. On lit une phrase, mais si tout se superpose, ben c'est beaucoup plus compliqué. Hein. Imaginez, vous écrivez une phrase, vous pliez votre papier en 8 et vous regardez au travers de la lumière. Vous allez voir un amas de lettres indéchiffrables. Eh ben, c'est ce qu'on verrait et ce qui verrait si vous pliez votre papier. Donc plutôt retournez-le, puisque peuvent passer dessous, dessus, toutes ces formes subtiles, ces corps subtils, c'est en quelque sorte un des corps subtils, comme vous avez travaillé en formation, quand vous avez en formation pour ceux qui l'ont fait ou ceux qui l'ont fait autre chose, hein, quand on se projette hors de son corps pour aller toucher la personne en face de nous, par exemple, c'est ce qu'on fait en formation, en soirée de praticien, au niveau 2, des personnes sont à un bout et l'autre de la salle, et on va aller toucher l'autre sur le haut de la tête ou sur la main, à distance à 4, 5, 6, 8, 10 mètres. Ben, c'est un petit peu pareil, sauf que ce corps subtil, dans ce cas-là, en formation, il est toujours lié à un corps physique. Alors que là, ce corps subtil, plutôt sur des plans énergétiques, n'est plus lié à un corps physique. Voilà, donc il peut se déplacer beaucoup plus facilement. Et il peut percevoir encore plus facilement. D'où l'importance de choisir de préférence des défunts qui sont passés de l'autre côté depuis quand même un petit peu de temps. Même si la notion de temps là-bas n'est pas du tout la même que la nôtre, il y a quand même une nécessité de temps pour s'adapter, il y a plein de choses qui font que de comprendre son état surtout, et de comprendre les nouvelles règles du jeu, il y a quand même une nécessité de choisir des défunts qui sont là depuis un petit moment. De plus, c'est aussi quand même plus tranquille et cool pour vous de faire appel à des défunts un peu anciens plutôt que des défunts très récents, parce que la charge émotionnelle que ça risque d'amener risque de, je dirais, altérer
votre jugement dans un sens ou dans un autre et altérer la sérénité. Vous devez pouvoir faire ça uniquement avec des défunts avec qui vous pouvez converser en sérénité. Et si quelques larmes couleront peut-être sur vos joues, eh bien, ça devrait être des larmes de joie, de vous sentir réchauffé à la présence de cette matière qui n'est plus, mais cette énergie qui est encore là. Donc, choisissez bien vos défunts ou les défunts que vous souhaitez contacter de manière à ne pas toucher des choses trop profondes en vous, trop douloureuses encore. Il est important que le deuil soit fait s'il y a eu une nécessité de deuil. Voilà. Alors, j'avais aussi d'autres petites infos pour ça. Vous pouvez aussi le faire d'une autre manière. Vous pouvez le faire avec une caméra vidéo. Alors, une caméra vidéo que vous mettez si vous avez, genre un caméscope, hein, un petit caméscope nul à 50 € d'occasion, ancien caméscope comme ça, que vous achetez encore chez des boutiques comme Cash Converter ou des trucs d'occasion. Pensez à tout acheter d'occasion, décroissance, on n'achète plus du neuf, on achète de l'occasion. Alors vous allez économiser beaucoup d'argent. Hein. Croyez-moi, quand vous allez en boutique voir des fringues à 800 ou 900 € et que vous les trouvez après en occasion à 50 ou à 20 parce qu'elles ont été portées 2 fois, eh bien, vous faites beaucoup d'économies pour vous et vous économisez pour la planète. Donc rappelez-vous, on achète toujours d'occasion maintenant. Bon, c'était mon petit couplet, ça fait bien que je le mette, hein, même si c'est Halloween. Donc, ce que je disais, c'est qu'avec une caméra vidéo, essayez de trouver une caméra vidéo. Moi, j'aime bien les Sony pour ça. Ils m'ont pas spécialement filé de caméra particulièrement, mais je trouve qu'elles marchent bien pour ça, qui ont ce qu'on appelle la fonction Night Vision ou Night Shot ou Vision Nocturne. Alors, c'est pas des vrais infrarouges, mais elles vont vous donner une image un peu verte. Et cette image-là va prendre une bande de fréquence, un spectre lumineux, on va dire, différent. Et nous, en soirée, avec les maîtres praticiens, on a vraiment eu des choses incroyables. Il n'y a que les maîtres praticiens là qui m'écoutent régulièrement, qui savent de quoi je parle. Et je peux vous raconter des choses là-dessus. On a vu des petites flamèches sur la caméra bouger, se déplacer au-dessus du cercle qu'on faisait alors qu'on ne les avait pas vus à l'œil nu. On a vu des masses, on a entendu des chuchotements sur les caméras. Je sais qu'à entendre ça, on doit se dire, qu'est-ce qu'il a fumé? Rien. Je ne fume pas. Il n'y a que ceux qui ont fait des cercles en formation avec moi qui savent à quel point j'en dis très peu même sur tout ce qu'on a vécu avec ça, avec ces contacts avec les flux. On a par exemple des vidéos où vous voyez carrément d'un seul coup le focus de la caméra, hein, c'est-à-dire la mise au point automatique, qui se trouble parce qu'il y a une espèce de grosse masse blanche qui passe et la caméra fait la mise au point dessus, qui chuchote des choses qui font. Et elle repasse, et elle repart. Et la caméra refait un focus sur le groupe qui est en plein travail de cercle. Bon, je ne raconte pas, on était à un travail de cercle assez particulier aussi, là, assez costaud. Là, ça restera avec les maîtres praticiens. Et on a plein de vidéos comme ça. Et ce n'est pas exceptionnel, vous pourrez avoir les mêmes. Donc, utilisez, filmez, par exemple, si vous avez, si vous voulez vous amuser à ça, filmez avec votre caméra en night shot. Alors, je le rappelle, oui, ça vaut le coup d'investir en petits trucs d'occasion, genre 50 € le caméscope ou 60 € et un petit magnéto à cassette et quelques cassettes. Vous en avez pour 10 € dans un magasin d'occasion. Plus personne n'en veut, les trucs à cassette. Voilà. Parce que ça, vous allez pouvoir le faire toute l'année. Croyez-moi que apprendre à communiquer en EVP, en Electro Voice Phénoménal, donc en transcom, c'est quelque chose d'assez absolument fascinant. C'est comme si d'un seul coup, vous ouvriez une fenêtre sur un autre monde avec lequel vous pouvez communiquer par des demandes et recevoir des messages en retour. Ça, c'est très particulier. Vous verrez, c'est beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique que le verre qui tourne, où 9 fois sur 10, c'est des conneries. Et il n'y a rien de spirit là-dedans, c'est des mouvements inconscients au mieux ou du n'importe quoi au pire. Donc ça, oubliez. Ah oui, petite question aussi. Arrêtez de croire arrêtez de croire que parce que vous faites tourner les tables, vous risquez d'attraper un mauvais esprit. Tout ça, ça ne rime à rien. Vous ne risquez rien d'un point de vue énergétique et subtil à faire tourner un verre. Par contre, mentalement, psychologiquement, il y a plus de risques. On soit bien d'accord. Le risque, il est là.
d'instabilité, de rencontre, de prise de conscience, mais vous n'allez pas être investi de quoi que ce soit juste en faisant tourner des verres, sauf si vous êtes Chanel. Mais de toutes les façons, on ne fait pas ce genre de choses avec n'importe qui. On le fait avec des gens qui ont l'habitude. Votre repas silencieux, croyez-moi, déjà, on ne le fait pas avec n'importe qui, on le fait avec des gens qui ont l'habitude et qui maîtrisent. Les élèves en cercle, je dirais, qui ont fait des formations et qui ont fait des cercles en formation, savent que voilà, ça peut bouger énormément. Ce n'est pas du teasing, je suis sûr que ceux qui écoutent voient de quoi je parle. Donc, on revient à votre repas silencieux. Faites-le, enregistrez, vous êtes en toute sécurité. Voilà. Donc, vous enregistrez en audio, vous enregistrez en vidéo. Si vous enregistrez en vidéo, ce n'est pas la peine de prendre le magnétophone. C'est un plus en plus. Votre caméra, elle va enregistrer le son et l'image. La seule différence, c'est que ce sera peut-être moins facile de faire passer le son en accéléré ou en ralenti. Donc, si votre caméscope ne peut pas vous faire écouter le son en accéléré ou en ralenti, prenez aussi le magnétophone. Voilà. Et je le rappelle, on peut le faire tous les jours. Il n'y a simplement qu'à Sawaïn que, justement, dans cette période des 7 jours, là, à peu près, que c'est particulièrement costaud. Ça semble rien, mais les 3 cartes que je vous ai indiquées tout à l'heure, Papesse, Roue de la Fortune et Carte sans nom, sont assez importantes d'être présentes. Elles véhiculent vraiment quelque chose, surtout si c'est votre propre tarot. Elle véhicule. Et il faut se rappeler qu'on ne prend pas. Le tarot n'est pas du tout un espèce de vieux machin de bonne femme, j'allais vous dire. Croyez-moi qu'avec le tarot, il y a énormément de choses à faire. Et on peut aller très très loin et très profond. Le tarot est une mine inépuisable de connaissances sur soi et sur les autres. Enfin, si vous voulez travailler avec votre caméra, il y a une autre méthode de transcom qui est assez passionnante aussi. C'est non pas filmer une discussion où vous parlez de vos défunts ou une discussion avec un ami ou un repas, mais de filmer carrément la neige de la télé. Vous savez, ce moment où, à la fin des programmes, il n'y a plus qu'un espèce d'écran gris, ou alors quand votre canal de télé est mal réglé et que vous êtes en écran gris, mettez une caméra, filmez ça pendant plusieurs heures et posez vos questions sur la télé. Beaucoup ont fait de la transcom comme ça et vous risquez de voir apparaître des visages plus que familiers. Alors attention, vous êtes prévenus, ça fout les jetons parce que quand vous voyez apparaître le visage de la personne à qui vous posiez la question, les premières fois, oui, on se croit dans un film d'Hollywood et pourtant c'est la réalité. Donc ce phénomène-là, qu'on voit dans les vidéos, qu'on voit dans les films, existe réellement. C'est une variante de l'Electro Voice Phenomena, toujours. Hein. Rappelez-vous, le VP, c'est cette capacité qu'ont les flux, les corps subtils, d'imprégner un support d'enregistrement ou d'imprégner ou de se manifester au travers de neige sur la télé, alors que nos sens ne les perçoivent pas. Vous pouvez faire la même chose avec, en audio avec un bruit blanc. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de caméra vidéo, vous pouvez aussi enregistrer le son que fait cette neige sur la télé. Vous savez, ça fait une espèce de comme ça. Vous pouvez l'enregistrer aussi la nuit, hein, et vous risquez d'avoir des surprises. Enfin, pour finir, si vous voulez vraiment vous éclater, pour ceux qui ont un iPhone, il y a plusieurs applications, mais je pense qu'en Android, même si c'est bien moins efficace et bien moins au point au niveau des applications, vous avez des applications qui vous permettent d'enregistrer ce qui se passe autour de vous la nuit. Alors, si vous êtes dans la nuit de Samhain, pardon, là, sacrilège, j'ai dit Samhain, la nuit de Samhain ou Samhain, eh bien, vous faites en sorte que votre enregistreur de nuit ait un seuil de déclenchement très faible pour vraiment enregistrer presque tout. Alors, je reprends, que sont ces applications? C'est une petite application, vous l'enclenchez le soir quand vous allez vous endormir, et pendant toute la nuit, vous branchez votre iPhone ou si vous avez qu'un Android, vous mettez un Android, hein, mais si vous avez un iPhone, ça marche très bien avec les iPhones. Vous branchez votre iPhone, vous le mettez en mode avion, comme ça vous ne récupérez pas d'ondes sur la tête. Vous le branchez sur le courant, parce qu'il va rester allumé et actif toute la nuit. Et je vous dis, mettez-le en mode avion pour ne pas récupérer le Wi-Fi. Et vous demandez à cette application d'enregistrer tout ce qui se passe la nuit,
autour de vous. Alors, soit vous parlez, vous allez vous enregistrer, mais vous allez voir que dans la nuit de Samhain et dans les nuits autour, vous risquez d'avoir des rencontres extrêmement intéressantes. Et je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas le faire en me disant, j'ai trop peur de ce que je vais entendre le matin. Et vous avez raison, vous risquez d'avoir de très, très grosses surprises. Surprises qui peuvent être de ne rien entendre parce que vous attendez juste, ou de rien entendre parce que vous attendez trop, ou alors d'entendre beaucoup de choses qui se passent, des discussions que vous pouvez même avoir avec ces corps subtils, parce qu'ils vont vous parler aussi pendant la nuit et vous allez pouvoir leur répondre, parce que dans le sommeil, on n'a pas les mêmes limites qu'on a dans l'éveil, où on ne croit que ce qu'on voit. Le sommeil est un mode phénoménal. On fera un live sur le sommeil à l'occasion, où vous êtes ouvert à beaucoup plus de choses. Et si vous vous entendez répondre ou discuter avec ces flux, eh bien, c'est qu'ils sont venus vous voir pour vous parler. Et ça, votre enregistreur le fera. Il va enregistrer. Et vous l'aurez le matin. Attention, vous aurez des surprises. Alors, bien évidemment, l'enregistreur n'enregistre pas toute la nuit tout. C'est-à-dire, il n'est pas en permanence. Mais dès qu'il y a le moindre petit bruit, dès qu'il y a la moindre parole, dès qu'il y a la moindre chose qui se passe, il s'active. Il a un enclenchement. Donc, pensez à mettre le seuil d'activation assez bas. C'est-à-dire qu'il s'active très facilement. Lorsqu'on le fait dans des nuits normales, on met un seuil d'activation pas trop haut. En tout cas, si ça tape un petit peu au plafond, si vous êtes en appartement ou si le chat passe à côté, ça ne s'active pas. Ça s'active que quand vous parlez ou quand il y a un bruit fort. Mais là, mettez-le de manière à ce que ce soit activé très, 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 très facilement. Pas trop, trop non plus, sinon vous allez avoir 8 heures à entendre. Hein, mais mettez-le pour que ça s'active quand même dès qu'il se passe quelque chose d'un peu particulier. Il faut qu'on puisse vous entendre vous retourner, on vous entende chuchoter. Et il faut qu'on entende les corps subtils vous parler aussi. Vous risquez d'avoir des surprises, surtout pendant ces nuits-là. C'est les nuits, les 7 nuits-là où c'est le plus perméable. Voilà. C'est là où les plans bavent les plus les uns sur les autres. Le repas silencieux, bien évidemment, lorsque vous l'avez achevé, ben vous aurez des assiettes qui ont peu de chances d'avoir été mangées, parce que si ça commence à manger dans les assiettes, vous avez quand même de quoi vous inquiéter. Si vous commencez à trouver des traces de dents ou des traces de dentier, c'était bien mamie ou papy, hein, mais commencez à vous inquiéter quand même. Bon, vous les mettez dehors pour les petits animaux, pour les esprits de la nature. Alors, la nuit de Samhain, on va aussi remercier tous les énergies et les formes subtiles de votre jardin. Alors oui, ça peut vous faire marrer. Et croyez-moi que lorsqu'on est allé en forêt voir Asmodée il y a quelques semaines, c'était pas très loin de la Saint-Jean, c'était loin, quelques semaines, de longues semaines, c'était à l'approche de la Saint-Jean d'été, tous les experts qui sont venus là ont commencé à se rendre compte que dans la forêt, certaines forêts, il y avait effectivement des élémentaires et des esprits de forêt, comme il y a des esprits d'eau. Certains ont même rencontré des ondines, certains ont rencontré des choses assez étonnantes, mais on peut pas, c'est impossible d'en parler sans passer pour un fou tant qu'on ne l'a pas vécu. Donc, pour remercier ces esprits et ces formes subtiles de votre jardin pour la nature, vous pouvez déposer sur les feuilles un petit peu, un petit peu de miel, ils les aiment bien, ou des petits dés à coudre avec du lait non écrémé et ou du vin, ou du cidre, parce que c'est Samhain. Samhain, je vais y arriver. Donc, du lait, du vin, du miel. Ils aiment bien. Si vous avez une grande mare ou un grand cours d'eau, prenez une ou deux jolies pierres et jetez-les pour les esprits de l'eau. Voilà, c'est une manière de leur rendre hommage. Vous pouvez faire un vœu et donner votre demande. Alors, ensuite, je vous ai dit, obsidienne est une bonne pierre à utiliser pour vos rituels à Samhain, hein, mettre sur votre autel. Combien de temps vous gardez l'autel? Ben, vous pouvez le garder 7 jours à peu près. Gardez-le 7 jours et faites toujours en sorte que la bougie reste allumée. Si elle arrive à la fin, vous allumez la prochaine grande veilleuse avec la bougie qui commence à défaillir, ou alors avec une allumette dont
la flamme a été prise sur la bougie passée. Je répète parce que je récapitule parce que c'est important. Ça fait 3 jours que votre veilleuse est là, elle est quasiment à la fin. Vous avez une deuxième veilleuse. Eh bien, vous allez prendre avec un bâton de bois, une allumette, mais du côté, non pas de la tête, mais juste du bâton de bois. Prenez des grandes allumettes de cheminée. Vous prenez la flamme de l'ancienne bougie qui est encore allumée. Vous la mettez sur votre nouvelle bougie. Et ensuite, vous prenez la nouvelle bougie, vous n'avez pas encore posé sur l'autel, vous la posez à la place de l'ancienne, pour pas qu'il y en ait deux à la fois, vous enlevez l'ancienne et vous la soufflez hors de l'autel. Vous ne posez pas comme un gros bourrin les deux en les allumant avec un briquet, hein, quand même, un peu de respect. Donc on ne pose pas la nouvelle bougie, soit on l'allume directement, soit avec, et on inverse. Voilà. Combien de temps vous faites ça? 7 jours, c'est bien, certains arrivent jusqu'à 9. Oui, c'est possible aussi, mais 7 jours déjà, c'est pas mal. Alors, sur quoi vous allez méditer? Vous pouvez tous les soirs avec votre autel vous asseoir devant et passer du temps en méditant sur cette flamme. Et vous allez méditer sur 3 mots qui seront guérison, qui seront changement et qui seront paix. Ce sont globalement les 3 mots qui vont correspondre à Samhain. Guérison, changement, on peut faire transformation et paix. Voilà. Ça va être 3 notions spirituelles importantes. Et vous pouvez passer 40, 45 minutes. Vous pouvez faire une forme de zazen assis, hein, assis sur votre chaise, avec les mains dans la même position que zazen, pour ceux qui connaissent, hein, c'est comme ça. Voilà. Vous concentrez sur votre bougie et vous faites soit dans le silence, soit vous pouvez utiliser en termes de CD pour les élèves, le CD Morpheus, qui marche bien. Alors, j'entends certains élèves qui ne l'ont pas eu, qui doivent hurler « Pourquoi moi je ne l'ai pas encore ?» C'est bientôt, bientôt. Tout le monde ne l'a pas encore. Ou alors le CD astral, qui marche bien. Ou alors le silence. Voilà. N'utilisez pas de musique de fond autre que ça, parce que la plupart des musiques déclenchent des émotions, alors que les textures sonores ne déclenchent pas. Elles déclenchent des états, c'est-à-dire des états cérébraux de réception, de channeling, de canal, alors que la musique, par ses mélodies, va déclencher des émotions par le souvenir. Voilà pourquoi on n'utilise pas de musique. Si vous avez des textures sonores, utilisez Astral et ou Morpheus, selon que vous voulez faire des choses très profondes ou très légères. Astral est plus léger que Morpheus. Sinon, utilisez le silence, ce fameux silence. C'est pas si facile. Pas de portable et laissez bien 45 minutes, hein, entre 45 minutes à 1 heure, tous les soirs, vous êtes assis à 1 ou 2 mètres de votre autel et vous concentrez sur la flamme de la bougie pour avoir vos réponses. Oui, vous pouvez poser des nouvelles questions tous les jours. Vous les écrivez, vous les posez sur l'autel et vous les dites à voix haute. Voilà. Il n'est pas très bien, ni très poli, de changer de défunt au cours de la série des 7 jours ou des 9 jours. Sauf si vraiment vous rencontrez un flux qui vous demande à ne plus être sur votre autel. C'est peu courant parce que vous les connaissez en général, mais ne virez pas papy parce qu'il a répondu et que vous voulez mamie maintenant. Prévoyez avant. Je rigole pas là-dessus, ils sont très susceptibles. Je vous aurais prévenu. Il y a un proverbe qui dit que, en anglais, je vous le traduis en français parce que mon accent anglais est assez particulier, il est assez ésotérique, qui dit que la nuit a des dents. La nuit a des dents, et souvent en mentalisme, on dit aux jeunes mentalistes qui commencent à s'intéresser à ces phénomènes alors qu'ils ne sont pas assez solides, on leur dit faire attention parce que la nuit avait des dents. C'est-à-dire que quand on rentre dans le monde de la nuit, dans les énergies de la nuit, il faut avoir été solidifié à la journée déjà. Donc, on ne joue pas avec ça, j'allais dire. Faites-le avec bienveillance, faites-le. C'est pas un truc pour rigoler, c'est pas un truc pour mettre sur Insta ou sur YouTube. Non, c'est quelque chose qui doit se faire dans le respect, car vous invitez des invités, justement, vous invitez des invités précieux, des invités de haut rang, des invités qui feront un honneur de venir vous voir et qui seront ravis de parler parce que de toute façon, ils sont près de vous pour vous protéger. D'ailleurs, on vous dit des fois, des gens sensibles, vous dit, oula, je vois quelqu'un à côté de toi, je vois une deuxième personne. Est-ce que ça ne serait pas ta grand-mère, ton grand-père, une tante, quelqu'un qui t'accompagne? Eh bien, ces gens qui vous accompagnent toute l'année alors qu'ils n'ont plus de corps physique,
là, vous pouvez les questionner, ils vont se manifester, mais avec respect, avec bienveillance. Et je vous aurais aussi prévenu, ne virez pas un défunt parce que il vous répond pas, et pour en mettre un autre au milieu de votre hôtel. Choisissez les biens, hein, et faites ça avec, je dirais, j'aime pas le terme amour, parce que c'est un amour global, mais je dirais bienveillance. Alors, il y a aussi d'autres objectifs qui sont je dirais, plus magiques que vous pourriez travailler en méditation, qui seront la guérison, la protection et la libération du passé. Voyez, le deuil du passé. C'est des bons thèmes de méditation. Vous pouvez par exemple en choisir un. Je vous en ai donné 6 déjà. Vous pouvez en choisir un différent tous les jours. Et le 7e jour, eh ben, vous les faites tous à la fois. Donc, hein, je vous ai dit, hein, protection, guérison et libération de vos chaînes passées. Voilà. Alors, sur ce, je vais vous rappeler que pour un bon Halloween, il est indispensable de filer à tous ces gremlins des bonbons au poivre ou des bonbons au piment. Vous en trouvez dans tous les magasins de farce et attrape. Hein. Vous mettez ça dans leur sac. Après tout, c'est Halloween. Hein. Tous les coups sont permis. J'espère que vous allez avoir d'extraordinaires résultats et je serai vraiment ravi que vous m'en fassiez part et que vous partagiez. Alors, je sais que c'est intime et que vous n'avez pas forcément envie de le partager en commentaire, mais au moins en message privé, bien évidemment, ça reste confidentiel, je ne le révélerai pas. Pardon, je ne le révélerai pas, sauf si vous me donnez l'autorisation d'en parler. Si vous avez des photos ou des choses comme ça, des choses intéressantes et passionnantes. Mais rappelez-vous ça, 2 choses. Vous ouvrez une fenêtre sur un monde qui est là, mais que l'on ne perçoit pas consciemment, sauf quand on est Chanel ou pendant la nuit, mais gardez bienveillance, prudence, méthodologie et respect, parce que la nuit a des dents, et croyez-moi, elles sont acérées. Bonne soirée, très bon Samhain, et très bonne journée qui suivent pour vos martyrs et vos morts. Et on se retrouve bientôt, je pense dans 2 semaines, pour un live qui sera extraordinaire, mais dont je n'ai strictement aucune idée du sujet. À bientôt.